Je suis immensément fier de recevoir Sheila. Comment ça va, Sheila? Mais merci, mais quel accueil, franchement. Je ne m'attendais pas à ça. Je suis d'autant plus flattée que ça vient de quelqu'un comme... On se dit tu, on se dit vous? On se dit ce que vous voulez. Ah, on se dit tu. On se dit tu alors. Alors voilà, de quelqu'un comme toi, parce que après, a priori, c'est pas mon univers. T'es quelqu'un que je respecte énormément. Mais moi aussi, Sheila. Pour ta façon de voir les choses, de les ressentir, de les présenter. Donc je suis très fière. Et Sheila vient de me faire un petite entaille à mon cœur avec son canif d'amour. Sheila, vous fêtez vos 60 ans de carrière. Moi, je dirais que vous avez 20 ans dans la tête. Vous êtes funky, vous êtes incroyable, vous êtes une icône. Venue d'ailleurs, j'aimerais qu'on parle de ce titre. Bien évidemment, il y a le côté extraterrestre, mais il y a surtout le côté, aujourd'hui on a l'impression dans une société où les valeurs sont un petit peu inversées, que celles que vous prenez, mais en fait vous font passer pour quelqu'un qui vient d'ailleurs. Moi, je pense que je viens d'ailleurs en réalité, parce que comment on peut imaginer, quand on démarre à l'âge de 16 ans, de se retrouver 60 ans après, encore là, et surtout encore à travailler avec des jeunes, à être présente, à faire encore des albums, et surtout à y croire encore. Vous avez un point commun avec Rof et toute la mafia Quinfri, vous venez du 9-4, vous êtes né à Créteil, ouais. Vous êtes fille de marchand de bonbons. À la base, vous aidiez vos parents sur les marchés. Qu'est-ce que vous avez appris sur les marchés? La vie. Ouais. Le travail, le respect de l'autre, ne jamais faillir. Mes parents m'ont donné un enseignement qui me sert encore aujourd'hui, qui est celui de se dire que voilà, on est là, faut le faire. Et ça m'a servi beaucoup dans ma vie, à travers toutes les épreuves que j'ai eues, de me dire quoi qu'il arrive, il faut que je le fasse. Dans vos modèles, il y avait votre grand-mère. Est-ce que vous pouvez nous parler de Georgette, Sheila? Alors Georgette, elle était tellement branchée, Georgette. Donc ma grand-mère, elle est née en 1899. Ça a été une des premières femmes à conduire un poids lourd. Évidemment, c'était quelqu'un qui était complètement libéré par rapport à l'époque. C'est-à-dire, moi, j'ai jamais eu une grand-mère qui me faisait des tartes et tout. Non, ma grand-mère, mon grand kiff avec elle, c'était de partir dans sa Dauphine ou dans sa 4 chevaux et de rouler dans Paris en me disant, ma grand-mère est géniale. Quand j'étais petite, elle me disait, chez elle habitait Créteil, donc t'es obligée de marcher avec un bottin pour te tenir grande et droite, parce que tu vas devenir mannequin plus tard. Donc voilà. et puis ma grand-mère m'a fait rêver avec son grenier, car c'est quelqu'un qui a tout gardé. Donc quand j'avais la chance d'avoir la clé pour ouvrir la porte du grenier au 2e étage, et que je fouillais dans les paniers avec les belles robes, les savons de la guerre, enfin plein de choses qui ont marqué mon enfance. Est-ce que la transmission, c'est un peu la ligne directrice de cet album venu d'ailleurs, Sheila? Ouais, c'est important parce que voilà, 60, ça veut pas dire grand-chose pour moi en tous les cas, puisque j'ai même pas 60 ans d'âge dans ma tête. Mais ça veut dire que on a une expérience de vie, un parcours qui fait que moi j'aimerais le partager. Alors je le partage à travers les gens que j'ai rencontrés, à travers mes expériences, mais j'aimerais le partager aussi à travers, plus tard, je pense, des conférences. Est-ce que vous voulez que cette interview bascule en mode chelou pour les gens qui sont pas dans ce délire? Ah ouais. On passe en mode chelou pour les gens qui sont pas dans ce délire. Allons-y, chelou. On va chelou. Est-ce qu'une âme a un âge? Non, l'âme, elle voyage et elle traverse les âges, justement. Est-ce que l'âme est humaine? L'âme représente l'humain. L'âme est ce qui normalement devrait orienter l'humain. Comment est-ce qu'on conserve une âme? En la laissant dans un joli corps, ce qui est un beau véhicule, parce que l'âme, tant qu'à faire, autant qu'elle voyage dans un joli véhicule. À quoi reconnaît-on une âme sœur? Alors, c'est pas physique, hein, c'est intérieur, quoi. Quand tu es avec quelqu'un que tu rencontres et quand tu es assis à côté, tu sens qu'à l'intérieur ça vibre, tu as envie de parler, tu as envie de raconter, tu découvres que tu as des choses en commun, c'est une âme sœur. Il y a des gens qui ont été des âmes sœurs, mais qui ont été des âmes sœurs qui, a priori, ça s'est mal passé avec eux. Mais ce qu'il faut savoir, enfin, moi c'est ma façon de voir, toute personne que tu rencontres dans ta vie est quelqu'un que tu as déjà croisé. Et donc quelqu'un, alors ça s'est bien passé ou mal passé, peu importe. Mais c'est un bout de chemin que tu as à faire avec cette personne pour grandir un peu plus. Est-ce qu'on peut être l'âme sœur de quelqu'un et rater son histoire d'amour? Bon oui, ça n'a rien à voir. Parce que quand on a le bol, parce que c'est tellement rare de tomber sur son âme sœur, c'est au-delà de dire je l'aime, c'est sexuel, on est heureux au lit, enfin c'est pas ça. L'âme sœur, ça n'a rien à voir avec ça. L'âme sœur, c'est des connexions qui viennent des cellules, des mémoires cellulaires. Comment on fait pour garder son âme propre?
on la véhicule, on échange, mais ton âme, elle t'appartient et c'est toi qui en fais ce que tu veux. C'est pour ça que c'est important Moi, je crois beaucoup à l'instinct, parce que je pense que l'instinct, ça te vient de tes mémoires cellulaires. Et quand tu traverses le temps et que tu te dis à un moment, tiens, j'ai envie de faire de la sculpture, puis tu te dis, mais non, c'est pas mon métier, laisse tomber. C'est une connerie. Il faut toujours écouter le petit instinct qui vous est envoyé, la petite chose qui vous signale quelque chose, parce que ça vient d'ailleurs. Comment on fait pour se brancher à son âme et s'écouter? Est-ce qu'il y a des exercices là? Non, il faut croire en soi. Moi, je pense que si je suis là aussi, c'est parce qu'il y a un moment, on est son pire ennemi, mais on est aussi son meilleur ami. Et il y a que toi et toi dans la vie. Tu peux dire tout ce que tu veux. Au final, c'est ce qui reste. Tu peux dire tout ce que tu veux, tu peux rencontrer toutes les personnes que tu veux. C'est toi et toi qui choisis ta vie. Est-ce que vous avez déjà rencontré ou été face à des âmes qui vous glacent le sang? Ah oui, il y en a. Il y en a, ouais. Et pas plus tard qu'il n'y a pas très longtemps. Racontez-moi. Non. Sans dire de nom, hein. Non, je peux pas. C'est des gens qui, tu le sens, c'est un regard, tu sens la haine, tu sens le danger. Mais tu sais, je pense que quand t'as 20 ans, tu sais pas. Parce que t'as 20 ans, t'as la vie devant toi. T'as envie de bouffer la vie. Le fait d'avancer, c'est l'avantage de l'âge. Le fait d'avancer dans le temps fait que tu t'écoutes différemment et tu regardes différemment. Ça, c'est une grande expérience. Est-ce qu'on peut avoir une différence d'âge, mais pas une différence d'âme? Ouais, enfin, je vois pas le rapport. Je vois pas ce que la différence d'âge peut avoir à faire avec l'âme. L'âme n'a pas d'âge. L'âme, elle vit, elle revient, elle disparaît, elle s'en va avec ton corps, mais elle est là, elle revient, elle reprend quelqu'un d'autre. Pour l'âme, c'est ce qui devient la sérénité, c'est ce qui va te faire monter dans la lumière. Bon, attendez, excusez-moi, parce que là, je vais passer pour une barge. Ah, mais moi, je suis à fond, là, Sheila. Ah bon, d'accord. Alors, c'est ce qui va te faire monter dans la lumière. Et c'est pour ça que l'âme traverse plusieurs vies. L'âme traverse plusieurs déceptions, plusieurs chagrins, plusieurs expériences. Mais l'âme, au moment où tu le vis, toi, en tant qu'être humain, tu es déchiré, tu souffres. Mais les années passant font que tu te rends compte que ces expériences-là vont faire grandir ton âme et vont t'emmener plus haut. La lumière, c'est quoi, la lumière? La vraie lumière. Alors, la vraie lumière, elle est dans... Alors, la vraie lumière, elle est... Tu sais quoi? Je pense qu'elle est au fond de soi. La lumière, on l'a tous, c'est au plexus solaire. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer dans ma vie des maîtres qui m'ont enseigné ça. Et on a tous une lumière. Simplement, on ne connaît pas où est l'interrupteur. C'est pour ça que j'aimerais faire des conférences. Parce que on est tous égaux à la naissance. On est des enfants sans défaut, sans rien, on est pur. Et après, on devient ce qu'on devient. Et je pense qu'avec toutes ces armes-là, si on a la chance de rencontrer les bonnes personnes, de travailler sur soi, de se faire confiance, d'y croire, de croire en la vie. Qu'est-ce que la vie? La plus merveilleuse des aventures. Faut juste y croire. Vous savez, je vais vous dire, il y a deux légendes de la musique qui m'ont parlé du plexus solaire. Il y a Dr Dre et vous. Mais c'est important, le plexus solaire. C'est quoi? Le plexus solaire, c'est un point très important des chakras. Et alors, les chakras, c'est des points qu'on a dans 7 chakras. Et ce chakra-là, c'est celui de l'émotion. Alors, il y a celui qui est au-dessus. Mais le plexus, c'est ce qui fait que tout se bloque. T'es coincé, tu peux pas respirer tout. C'est le blocage du plexus solaire. Ça se masse, ça respire. Tout ça, ça a besoin d'être ouvert. Quand tu fais un métier artistique, tous les artistes, quels qu'ils soient, même s'ils y croient pas, utilise les chakras, utilise le plexus solaire. Parce que, si tu veux, les chakras, c'est quoi? Quand tu chantes pour quelqu'un, tu lui envoies une énergie. Comme il t'envoie une énergie. C'est-à-dire que c'est un échange d'énergie. C'est ce qui est merveilleux dans ce métier. Quoi qu'il arrive, tu es dans l'énergie, tu t'en fous de ce qui se passe, mais à ce moment-là, tu pourrais voler. Comment on pourrait la décrire, l'énergie là qu'il y a en ce moment? Bah, je t'aime. Moi aussi, tout de suite. Il n'y a pas de débat. C'est quoi? Alors, racontez-moi ce morceau. Alors, parce que c'est pas rien de sortir un morceau qui s'appelle comme ça. Hein. Non, mais bon, t'as pu le constater, cet album. C'est un manifeste. Ouais, cet album est un album qui, voilà, c'est un point de vie. J'avais ça dans la tête depuis très longtemps, et je voulais faire le tour de l'histoire d'une gamine qui a démarré et tout ce qu'on peut traverser et tout ce à quoi j'ai cru, pas cru, voilà. Et j'avais à travers, par exemple, la rumeur, ça n'a rien à voir, mais la rumeur, c'est quelque chose dont je peux parler. Il y a vraiment des choses venues d'ailleurs. C'est la discussion qu'on avait tout à l'heure, les âmes sœurs. Le chaman. Alors, j'ai eu la chance d'avoir, j'appelle ça des maîtres plus moi. J'en ai eu 2 dans ma vie, qui sont des gens, je sais pas comment t'expliquer.
Tu vas les voir, c'est la paix. C'est-à-dire que tu rentres, les deux étaient entourés de pierres, de force, de choses comme ça. C'était qui? C'était quand? Alors, donc, il y en a un que j'ai rencontré, j'avais 16 ans, qui s'appelait le docteur Guinbert, qui était un kiné à la base. J'ai perdu de vue, voilà, il m'a aidé, puis après, je l'ai perdu de vue. Et dans les années 77-78, j'ai eu une période de ma vie où j'étais pas bien, je l'ai recherché. Il habitait plus au même endroit et je l'ai retrouvé. Tu sais, quand je suis arrivée chez lui, il avait, je me rappelle, la maison, il y avait un étage, il était au premier étage, moi j'attendais en bas, et il me voit, il me fait « Ah, tu es là, mon petit chat ». Et là, tu dis « Bon, d'accord ». Petit chat, carrément. Ouais. Et je suis montée, et il me dit « Mais tu sais pourquoi tu es là ?» J'ai dit « Je suis là parce que je vous cherche et tout ». Il me dit « Non, tu as quelqu'un d'accroché dans le dos ». Et là, alors là, tu pars dans un trip. Oh là là là. Voilà. Non, mais il faut me raconter. Enfin, moi, ça me met dans un état si j'entends ça. Quelqu'un d'accroché dans le dos. Bien sûr, qui te bouffe toute ton énergie. Une sangsue, quoi. Quelqu'un, voilà, une âme maléfique ou quelque chose, ou quelqu'un qui est accroché à toi, qui se nourrit de toi et qui te bouffe. Et qui fait que t'es crevé, que tu sais pas pourquoi, que t'en peux plus, que voilà. Donc, ça, c'est le premier. Et lui, il a été un maître absolu parce que j'ai fait des voyages avec lui. Quand j'habitais New York, je faisais de la télépathie. Enfin, voilà, j'ai eu cette chance-là. Donc, ce monsieur Guinbert a été... Et je vais même te raconter un petit truc. Très vite. Ah non, mais on a le temps, mais vous savez que moi je suis à fond là. Là après, on va parler de voyage astral, hein. On va y aller. Hein. Ah voilà, d'accord, ça sera autre chose. Alors attends. Donc, non, et ce monsieur, donc je pars en vacances, bon, peu importe, dans les années 84, 83, 84. Et le jour, j'étais bien, j'étais avec Ludo, on était heureux, enfin voilà. Et le jour de rentrer, mais j'étais mal. J'ai dit, enfin, je viens prendre 15 jours de vacances, stop, quoi, qu'est-ce qui se passe? J'arrive chez moi, ma mère me dit, j'ai une mauvaise nouvelle. Je dis quoi? Monsieur Guinbert est parti. Donc, alors moi, vous l'avez senti? Oui, la terre s'écroule, j'y vais, et je vais voir sa femme, mon petit chat, voilà, je dis, mais c'est pas possible, il m'a laissé un message. Alors, elle cherche partout, on cherche, pas de message. J'ai dit, c'est pas possible. Il n'est pas parti sans me laisser le message. Bon. Puis, on trouve rien. Bon, alors, je dis, moi, je comprends plus rien. Enfin, bon, je suis déprimé. Enfin, bon. 6 mois après, Madame Guinbert m'appelle, me dit, mon petit chat, voilà, Madame Guinbert, je t'appelle parce que il y a un ami de Monsieur Guinbert, donc que je ne connais pas, qui vient de recevoir un message pour toi. 6 mois après, il m'a envoyé une lettre de 3 pages. Mais non. Mais oui. Mais d'où? Le mec chez qui j'ai été, qui m'a, parce que c'était en transcrit, il a fait son travail. Il a celui qui a reçu le message. En écriture automatique. Oui, il m'a écrit la lettre. Waouh. Il m'a demandé de venir. Je suis arrivée. Quand je me rappellerai, j'arrive chez lui. Donc je le connaissais pas. Bonjour monsieur. Je m'assois. Il me dit. Et il me dit, oh, c'est joli. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, il vient de mettre une rose devant vous. Wow. Bon. Et après, tu sais, quand j'allais voir Guinbert, il se mettait derrière moi et il mettait sa main sur mon épaule. Quand il avait sa main sur mon épaule, tu sais, c'était une radio, tu vois. Il faisait la radio de ton corps, les énergies, le machin. Et je m'assois et je sens qu'il est là, quoi. Et j'ai eu sa lettre et j'ai donc reçu mon message. Ça me met des frissons. Mais c'est vrai, mais tu sais, quand tu rentres là-dedans. Ouais. C'est extraordinaire parce que toutes les forces sont là. Alors il y a les mauvais trucs, mais bon, c'est à toi de sentir, t'es pas idiot non plus, quoi. Tu sais, on est un animal au fond, hein, on a l'intelligence. Bon, si on veut bien penser que c'est l'intelligence, parce que des fois c'est la connerie aussi. On écoute trop le reptilien en fait. Oui, et tu sens. Et j'en ai eu un autre, donc voilà, donc Monsieur Guinbert, ça c'est son histoire. Et après j'ai eu un autre monsieur qui s'appelait le docteur Salah. Et parce que moi, quand Guinbert est parti, j'étais vide. J'avais plus rien, plus personne qui me prenait dans mes bras, qui me faisait avoir l'aura qui dépassait de 2,50 m de mon corps. Enfin, tu vois. Et il se trouve que j'étais là à me dire, faudrait que je trouve quelqu'un qui va me continuer à m'enseigner, etc. Et il se trouve que j'allais chez un petit traiteur et j'entendais parler du docteur Salah. Puis je veux voir une autre copine qui me parle de... Mais tous ces gens n'avaient rien à voir. Mais à un moment, je dis... Salah, c'est qui? C'est qui Salah, ouais. Quoi. Donc je demande l'adresse et je veux voir le fameux docteur Salah. Ouais. Et il me dit, bonjour mon ami. Mon ami ouais, oui. Comme nous, en fait. Voilà. Bah, voilà. Tout de suite. Pareil. Ouais. Bonjour, mon ami. Donc, bonjour, docteur. Je m'assois. Et il me dit, alors, je lui explique mon désarroi de puis avoir le docteur Guinbert qui est là. Il me dit, mais vous n'avez pas compris, vous savez, parce que vous savez pourquoi vous êtes là. J'ai dit, parce qu'on m'a parlé de vous, donc je viens. Il me dit, mais non, mais c'est parce que j'ai travaillé pendant des années avec le docteur Guinbert. Mais non. Donc, je prends la suite. Waouh.
Mais la vie, elle est pas belle. Et il vous accompagne toujours, en fait? Non, il est parti aussi, lui. Donc maintenant, j'ai plus de compagnons, mais maintenant, je vais essayer de distribuer tout ce qu'on m'a appris. Bah vous m'avez donné une espèce de d'onde d'énergie là. Franchement, Sheila, je suis égaré. Parlez-moi de la télépathie. Parlons de la télépathie. Alors la télépathie, c'est tout bête. Hein, ça peut arriver. Tu sais, quand tu veux téléphoner, tu vas faire un numéro de téléphone et la personne t'appelle. Ça, la télépathie, c'est ça. Moi, j'ai eu de la chance de faire de la télépathie avec. Par exemple, je fais de la télépathie, je pense avec Nile. Nile Rodgers. Ouais. Alors Nile, c'est ce que tu me parlais de mes débuts avec lui, donc qui ont plus de 40 ans maintenant, puisque c'était en 78. Et ce qui est incroyable, c'est que tant d'années après, on n'a jamais... Alors, on ne peut pas dire qu'on se parle tous les jours, c'est faux. Mais on n'a jamais... Décroché. On n'a jamais cassé ce lien. Et ce lien, c'est notre vie, à lui et à moi. Et je pense que plus le temps passe, plus on a des déceptions, des aventures, des choses qui nous touchent, et on partage ça. Et c'est incroyable, parce que quand j'ai eu l'idée de ce projet d'album, il est évident que cet album sans Nile et sans Keith Olsen ne voulait rien dire. C'était plus mon histoire. Donc le premier que j'ai appelé, c'est Nile, et je lui ai fait part de ce truc-là. Tout le monde m'avait dit, mais non, faut que tu lui trouves une chanson, il va te mettre sa gratte parce qu'il fait plus de chansons et tout. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, je l'appelle. Parce qu'en réalité, entre nous deux, faut pas l'intermédiaire. Bah oui, c'est ça. Faut entre que vous. Voilà. Il n'y a pas de showbiz. Voilà. Je l'appelle et je lui explique. Et j'ai même pas eu le temps de finir ma phrase. Il me dit, mais attends, tu sais bien que toi, je t'aime. Toi, c'est pas pareil. Tu peux me demander ce que tu veux, tu l'auras. Est-ce que tu veux que je te fasse une chanson? Un mec comme ça, qui est quand même une espèce de truc énorme, tu vois ce que je veux dire, que tout le monde rêve d'avoir. Mais moi, c'est juste mon âme sœur. C'est ça, et les deux seuls artistes qui ont travaillé en France avec lui, c'est Sheila et les Daft Punk. Voilà. Et les Daft Punk n'ont pas fait le travail que j'ai fait avec lui, parce que lui produit mais les deux choses qu'il a fait. Il a produit l'album. Mais Sheila, on va en parler. Moi, je suis là pour entendre la légende. Je suis un amateur de funk. Mais déjà, Sheila, il faut comprendre un truc, c'est le côté précurseur. Je vous mettrai sur le même plan qu'une autre artiste avec qui j'ai eu la chance de parler et qui me fait sentir la même vibration, c'est Madonna. Moi, j'ai eu la chance On est nés le 16 août toutes les deux. Hein, déjà. Et surtout, il y a le côté précurseur. Il faut rappeler une chose. Aujourd'hui, ça paraît normal que les genres se mélangent, que le R&B américain aille travailler avec la pop. Ça n'existait pas à l'époque. Ça n'existait pas à l'époque. Pas du tout, bien sûr. Vous, chanteuse de pop française, va chercher les origines du funk. Ouais. C'est incroyable d'aller mélanger ça. À l'époque, le funk, c'était pas du tout une musique acceptée. Bien sûr que non. Mais attends, moi je sortais du disco où j'ai quand même bien marqué ma place avec que des tubes. Et quand j'ai voulu travailler avec Nile je me rappellerai quand il a envoyé Spacer en premier, qui est la première chanson qu'on a entendue, je me rappelle que Carrère a dit « Ah non, mais c'est pas du tout ça que je veux, c'est pas du disco. » Et il a appelé Nile, moi je l'avais appelé pour la tonalité, c'était autre chose, mais il a appelé Nile et Nile a dit « Non mais vous êtes celui qui paie, moi je parle pas avec vous, je parle avec l'artiste. » Et moi je savais ce qu'il voulait. C'est-à-dire que le gros succès et ce qui fait la carrière de Nile, c'est que c'est un mec qui voit en avant, toujours. Quoi qu'il fasse. Alors maintenant, évidemment, sur la longueur, il a ses gimmicks, il a sa façon de jouer, il a sa façon de faire... Il a ses tours de magie. Son riff. Tu vois, moi j'ai eu la chance de faire il y a 2 ans et demi, maintenant ou 3 ans, je sais plus, sur scène, il m'avait demandé de venir, d'être sa surprise, de te dire que c'est pas le kiff, c'est que là, moi, tu vois. Et, en haut arrière, quoi. Ah ouais, direct. Mais c'est tellement bon. Et alors, tous les deux, on est comme deux gamins, tu vois. On s'est retrouvés tous les deux, on a fait donc Spacer. Et à la fin, moi, je finis, je sors, tu vois. Et à la fin, il redémarrait pas. Et il se tournait, et il s'essuyait les yeux, il se tournait. Et à la fin, il pleurait, en réalité. Parce que c'est une émotion qui a été pour moi, mais qui a été la même pour lui. Et il dit, moi, dans ma vie, cette femme-là, elle a changé ma vie. Quant à Nile, et c'est vrai, on s'est changé. C'est pour ça qu'on est comme ça tous les deux. On s'est changé de nos vies. Et vous avez également changé la vie d'énormément de gens dans le monde. Vous avez fait évoluer les mentalités. Alors disons que... Ça se faisait pas à l'époque. Rien ne se faisait. Surtout ce qui se faisait pas, c'est de mélanger les couleurs. C'est exactement ça que je voulais dire. Et donc moi j'ai été la première. Et je le revendique et j'en suis fière. Après on va dire mais pour qu'elle se prend? Non, je me prends pour ce que je suis. Parce que dans les années 77, le fait de mettre une blonde avec 3 noirs, permettez-moi de vous dire que si aujourd'hui il y a du racisme
partout. À l'époque, c'était pas ça. C'est que moi, je me suis vu fermer des portes. Je suis passé pour la blondasse, la putasse, on va dire, avec ses trois noirs. Dans les restaurants, on me disait, bon, bah, toi, tu viens, mais les autres, ils restent dans la voiture. Enfin, moi, j'ai vécu le racisme, vraiment, pendant plusieurs années. Et tu sais, ce qui me fait plaisir, c'est qu'il m'est arrivé il y a 2 ans, il y avait une soirée, je sais pas quoi, où je suis allée avec un ami, et en sortant, sur le parking, il y avait des jeunes. Des jeunes noirs, des jeunes branchés, enfin. Et ils me voient, et d'un seul coup, ils disent, ah, j'ai là. Alors, ça fait un peu peur aussi, tu vois, parce que j'ai un peu toujours traumatisé par la foule. Et je les vois arriver, et les gamins, ils disent, toute notre vie, on sera près de vous, parce que vous avez ouvert les portes. Et tu vois, quand t'as des gamins qui te disent ça, et ouais, j'ai ouvert les portes, bah oui, et fier de l'être, et fier de continuer, et fier de ce qui va arriver par la suite. 2022, vous la sentez comment, la France ? C'est le péril jaune. Hein. Non, on n'est pas bien, Après, tu sais, après ce qu'on vient de traverser, je pense qu'on est tous traumatisés. Même si on dit, on est là, on chante, maintenant on va pouvoir enfin rechanter tout. Je pense qu'on a plein de choses à faire, mais ce qu'on a à faire surtout, c'est remettre de l'enthousiasme sur nos vies. C'est se dire que ouais, bon, c'est la panade, c'est dur, mais c'est la vie, c'est dur. Hein. On n'est pas là pour... Le paradis, il est au-dessus. Hein. Là, c'est le chemin de croix. Hein. Vous y croyez au paradis ? Bien sûr que j'y crois. Enfin, je crois... Oui, mais tu sais, je vais te dire aussi pourquoi je suis comme ça. J'ai fait une septicémie. Ok, je suis restée 4 jours entre la vie et la mort. Je suis partie et je suis revenue. Quand tu fais ce voyage, tu reviens pas pareil. Tout change. Ce qui est important change. Les valeurs changent. Après quoi tu cours change. Voilà, t'as un regard différent sur les choses parce que on est de passage. Et c'est pour ça que j'essaie de dire aux gamins qui t'écoutent, parce que t'as aussi un public très jeune, soyez gentils, quoi. Faites de votre vie une aventure. N'ayez pas de doute. Croyez en vous. Si vous avez envie de faire quelque chose, mais merde, faites-le. C'est dur. Ouais, c'est dur. Mais la vie, c'est dur. Mais quand on y arrive, quel kiff. Vous en avez connu des choses très dures, vous, quand même. Hein. Ouais, j'en ai. Après, c'est mon destin, tu sais. Sheila, c'est une warrior, c'est un truc. Ouais, bah voilà, c'est comme ça. Des fois, je me pose des questions. Là, je me dis, mais si j'avais fait ci, si j'avais fait ça. Ouais, mais est-ce que je parlerais comme ça aujourd'hui ? Je sais pas. Moi, ce dont je suis fière, c'est de me dire que, bah, tu sais quoi, moi, j'ai 60 ans de vie avec les gens. Tu te rends compte, il y a des couples, il n'y a pas de couple qui tiennent 60 ans aujourd'hui. Moi, on a grandi ensemble, on s'est aimés, on a pleuré, on a divorcé, on a perdu des êtres chers, et tout ça, c'est à travers des chansons. Et que c'est quoi la vie ? S'il nous reste un peu de chansons, un peu de bonheur, un peu de, tu sais, moi, je suis très hug. J'adore les câlins, moi. Et la vie, il faut que ça soit des câlins. On se fera des gros câlins. Tout. Ça y est, maintenant, on peut dire que chez les mois, on est connectés. Ouais. Ça y est. Ouais, on est bon. On est ensemble. Oui. On est ensemble. Il y a un truc qui vient de naître, là. Mais j'espère bien, ouais. Un vrai truc. Mais c'est ça, mais les âmes sœurs, j'adore, moi. Un vrai délire. Et j'ai encore une question. L'album Venu d'ailleurs, il a un côté visionnaire, parce que dedans, il y a ce morceau La Rumeur, qui utilise l'histoire de Sheila, qui avait été victime d'une première fake news. Bien sûr. Et on a dit que Sheila était un garçon. Ouais. Cette année, Brigitte Macron a été victime également de ce genre de rumeurs. Ouais. Et j'attends de la voir pour lui parler de la rumeur. Parce que alors, vraiment, s'il y en a une quelle expérience sur la longueur, parce que aujourd'hui, une fake news en chasse une autre et tout. Et comme c'est la présidente de la République, si tu veux, je pense que... La première dame. Oui, pardon, la première dame. Mais c'est vrai qu'elle prend des décisions. Non, mais enfin, je sais pas, peu importe. Enfin, elle sait comment il s'habille le matin, déjà. Bon, alors ça, c'est quand même important de le savoir. Bon. Non, mais je rigole, mais si tu veux, ça s'étale un peu. Tandis que moi, ça a duré pendant 40 ans de ma vie, ce qui n'est pas la même chose. Et ça a remis en cause la naissance de Ludo, ça a remis en cause le fait que je sois enceinte. Enfin, ça a remis en cause toute ma vie. C'est pour ça que j'ai parlé de la rumeur, et surtout par rapport aux réseaux sociaux, quoi. Parce que les gens ne se rendent pas compte de ce que c'est une rumeur. Moi, je suis sûre que Brigitte, elle est très malheureuse. Alors, elle est protégée par la fonction de son mari, un peu plus protégée, et que je pense que les journaux ne vont pas non plus trop loin, parce que bon, quand même, il reste encore un petit peu de respect, très peu. Mais voilà,
mais moi j'ai peur pour les gamins, quoi. Ils ne se rendent pas compte de l'impact. D'ailleurs, tu le vois bien dans les écoles, tous les gamins qui sont mal dans leur peau, qui se cachent, qui essaient de se suicider, enfin c'est mondial en plus, donc moi je dis danger. Sheila, dans ce morceau, La Rumeur, il y a ce texte, La rumeur est comme un songe qui jamais ne finit. Et cette rumeur, j'ai appris moi en tombant de ma chaise en fait, qu'elle venait de l'ancien producteur de Sheila. C'est lui qui a lancé la rumeur pour dire Sheila est un homme. Ouais. Comment on l'apprend? Qui vous l'a appris? Je l'ai appris très très tard, évidemment, hein, parce que moi, quand c'est sorti, je suis allée le voir, évidemment, en lui disant mais c'est pas possible, il faut faire quelque chose. J'ai été voir ma mère, enfin bon voilà, j'étais complètement déboussolée, j'avais 18 ans, et 18 ans dans les années 60, c'est pas comme 18 ans aujourd'hui. Hein. Et donc, il m'a dit non mais t'inquiète pas, tant qu'on parle c'est bon, on avait bien dit que Sarah Bernard avait une jambe de bois. Je vois pas le rapport, mais enfin bon. Et je l'ai découvert maintenant il y a peut-être 10-15 ans, par Gérard de Villiers qui a écrit l'article, qui a dit mais en réalité c'était un truc qui était monté par Carrère. Il a dit pourquoi ça serait pas Sheila est un homme et Sheila se transforme en homme, enfin j'en sais rien. Et c'est comme ça que c'est parti. Et tu te dis, je veux dire, là on parlait des rapports humains. Tu te dis que comment le mec avec qui tu grandis, tu travailles, tu construis, parce que lui, il était rien, il était chanteur, tu vois, il a fait faire 3 chansons, mais il n'avait rien fait. Et puis il a fait sa fortune grâce à Sheila aussi. Oui, mais là, sans même pas parler d'argent, là, c'est bien sûr, il a construit son empire, mais c'est même pas ça. Fortune sous le terme chance aussi. Ouais, puis il a eu la chance de tomber sur quelqu'un qui bosse, et qui a jamais rechigné sur rien, et qui a suivi, parce que c'est mon éducation, qui a suivi aveuglément ce qu'il fallait faire. Après, je pense que c'est pas ça, c'est l'humain. Tu sais, moi, j'attache une importance mais vraiment très très grande à l'humain, à la relation humaine. Et là, tu te dis, est-ce que ce mec était humain? Comment tu peux trahir à ce point quelqu'un que tu es supposé protéger, que tu es supposé emmener, aimer, qui te rapporte beaucoup d'argent, c'est-à-dire que, je sais pas, moi, les gens que j'aime, j'essaie de les protéger. Or là, il me livre en pâture au loup, tu vois. Mais c'est là que tu te dis qu'il y a 2 êtres dans la vie. Il y a ceux qui sont un être vénal, tu vois, qui lui, il s'en fout. C'est combien ça rapporte. Il peut marcher sur sa mère, son père, sa sœur, il marche sur tout le monde du moment que ça rapporte. Moi, je suis l'opposé de ça. C'est-à-dire que moi, d'ailleurs, si j'étais vénal, j'aurais épousé 3 princes, j'aurais divorcé 4 fois, et je serais richissime. Mais ça, je m'en fous. Enfin, je m'en fous pas, mais faut pas exagérer. Mais disons que c'est pas ma priorité. Moi, ma priorité, c'est l'être humain. C'est les gens, c'est ce qu'on partage, c'est ce qu'on va s'amener, c'est ce qu'on va... Et moi, d'ailleurs, ça a été ma grosse erreur. Parce que j'ai suivi Claude les yeux fermés, parce que dans mon idée et dans ma bêtise, il pouvait pas me trahir. Jamais. Tu vois? Et c'est là qu'on voit la différence des gens. Après, écoute, c'est comme ça, je lui en veux. Lui, c'est voilà, on me demande ce que c'est que le pardon. Il faut savoir pardonner. C'était la question que j'allais poser, c'est est-ce que vous avez su pardonner? Lui, non. J'ai pardonné à plein de gens, j'ai pardonné plein de choses, j'ai fait... ça m'est difficile. De toute façon, je sais qu'il grille, lui. Il a le cul au chaud en enfer, donc ça va. Mais... mais non, je peux pas, parce que c'est trop profond à l'intérieur. C'est trop... C'est pas bien, il était d'une autre planète. On fait pas ça. Et tu sais, je vais te dire, ce qui résume notre vie, parce qu'on a eu 20 ans de vie quand même en commun, avec de travail, avec une construction d'une histoire absolument époustouflante, c'est que le jour où il est mort, je l'ai su par Internet. Ça résume. Waouh. Tu vois? Ça résume l'histoire. C'est-à-dire que moi, je suis là, je me renseigne, je veux savoir. Quand je perds mes parents, on lui demande de venir parce que j'ai plus personne à qui parler de ma vie. Donc voilà, c'est le seul qui a connu mon enfance, machin. Le mec, il passe complètement à côté et il meurt et je l'apprends par Internet. Ben voilà, ça résume nos 2 caractères. C'est quoi le sens de la vie, Sheila? Partager, aimer, comprendre, se dire que voilà, même si on perd voilà ce qu'on a de plus cher,
il faut être droit pour cette personne-là et croire que si ça s'est passé comme ça, il y a une raison qui va le concerner, puisque là je parle de mon fils bien sûr, qui va le concerner lui, c'était son histoire. Moi, obligatoirement, ça a traversé la mienne. Et tout ça, au fond, c'est que de l'amour, quoi. Il faut simplement savoir le comprendre. Et ça prend du temps. Sheila, est-ce que vous pensez que les gens qu'on a aimés et qui sont décédés continuent à nous regarder et à nous accompagner? Ah bien sûr, ils sont partout. Ils sont là, ils sont. Moi, quand je suis sur scène, ils sont sur scène. Quand je chante, ils sont là. Moi, mes parents sont là. Ouais, moi, je suis entouré de mon petit monde. Je reparle d'ailleurs, je pose des questions. Moi, tu m'est arrivé un truc très marrant. J'aime bien peindre. Et je faisais une toile, et puis voilà, ma mère était un très bon peintre. Je faisais une toile, et alors je faisais une danseuse, et j'arrivais pas à faire tourner la robe. Et ça m'énerve. Donc je vais dans le jardin, je marche, et je dis non maman, ça suffit, si tu pouvais me dire comment je fais pour te faire tourner la robe. Parce que là, j'y arrive pas. Je me balade, et puis je reviens, je prends mon pinceau, et j'ai fait tourner la robe. Waouh. Ma mère était là, ma mère m'a expliqué comment fallait faire. Vous regardez Star Wars ou pas? Non? Pas trop. Parce que... À la fin des Star Wars, par exemple, on voit à chaque fois des scènes où on voit les anciens Jedi apparaître, qui conseillent toujours les Jedi qui sont en train de lutter contre le côté obscur. Est-ce que vous considérez qu'on est constamment en lutte contre le côté obscur? Ah bien sûr. Mais la vie, c'est noir. La vie est noire. À nous d'en faire quelque chose de lumineux. Mais... voilà, elle est violente, la vie. On croise des gens violents. On vit. Tu me parlais de l'année 2022. C'est pas une année de douceur, quand même. Mais c'est à nous de la changer. C'est à nous de changer. C'est à nous de faire que. Il faut y croire. Et que voilà, blanc, jaune, rouge, noir. C'est une chanson à moi d'ailleurs. L'amour, c'est l'amour, quoi. J'ose même pas poser de questions là-dessus parce que j'ose même pas connaître le courage et le cœur qu'il faut pour être capable de poser sa voix quand on est en studio. Cette chanson, je l'ai commandée. Je l'ai voulu, c'est pas un hasard, c'est pas tombé comme ça. J'ai appelé Christian Siméon parce que c'est un auteur de théâtre, dramaturge, et que je voulais pas que ce soit. En réalité, c'est pas une chanson. J'ai demandé à Philippe Rombi, qui est césarisé avec toutes les musiques de films, qui est d'ailleurs aux nominations là. Et je voulais je ne peux pas ne pas, dans l'histoire de ma vie, ne pas aborder Ludo. Ludo, c'est mon sang, c'est moi. Alors, d'accord, il est pas là physiquement. Ses câlins me manquent, voilà, nos engueulades me manquent, parce que ça a été compliqué, notre relation. Ouais, mais voilà. Et pour chanter, alors j'ai ramé, je vais te dire, j'ai fait 10 prises avant d'être capable d'arriver à faire quelque chose où je m'arrête pas au milieu pour pleurer. Parce que c'est trop... c'est ça que moi je voulais comprendre, c'était la session de studio, tout simplement. C'est compliqué, c'est très très dur parce que tu craques à un moment, parce que tu revois toutes les images quand tu dis le cheval qui va, je le vois moi, Ludo, j'ai pas pu le retenir, j'ai pas pu l'empêcher, tout ça c'est ma vie, c'est une autre histoire à tous les deux que personne ne connaît, que nous deux. Donc j'ai pleuré, puis à un moment tu dis non, je veux la faire cette chanson, donc je la fais. Il y a quelque chose de très troublant dans la présence de Sheila en studio, c'est que la personne qui vous accompagne s'appelle également Ludovic. Ouais, mais ça fait partie, tu vois, on parlait des âmes sœurs. Moi, dans ma vie, j'ai toujours eu des moments, des choses qui m'arrivent, imprévues. Voilà, je cherchais quelqu'un pour travailler. Et j'ai vu plusieurs personnes, et puis un jour, un ami, mon éditeur, me dit, mais tiens, je pense à quelqu'un qui s'appelle Ludovic Barnoin. Déjà, je dis Ludovic, lui, il n'est pas là par hasard. Parce que moi, j'y crois, donc après, il faut juste y croire. Je vois Ludo qui me dit oui, je vais voir. Peut-être, je dis, attends, c'est tout vu, quoi. C'est-à-dire que, tu te rends compte, tu t'appelles Ludovic, t'arrives là maintenant, quoi. C'était quoi? Mais c'était juste 2 ans. 2 ans après la mort de Ludo, non. Si, 2 ans. 2 ans après la mort de Ludo, et là, tu dis...
Voilà, et je savais que c'était lui. Et puis après, bon, après des histoires de contrat, on s'en fout parce qu'en réalité, c'est même pas ça qui nous a liés. On s'est rencontrés et on a compris qu'on n'allait pas pouvoir faire autrement. Ça a cliqué tout de suite. Ouais. Et on se marre bien quand même. Et puis voilà, puis j'ai du judo partout autour. Donc c'est bien, ça me fait du bien aussi. Sheila est venue avec une playlist. Parce qu'on va parler de musique. Bien sûr. Sheila écoute encore beaucoup de musique, toujours actuelle. Est-ce que la musique, c'est quelque chose qui me maintient éveillé, qui me maintient passionné, qui me maintient curieux? Bah, quand on en fait, voilà, on veut pas s'arrêter. Surtout, c'est une drogue, tu sais. Au fond, c'est ça, quoi. C'est moi, je suis quelqu'un qui se pose jamais, donc je suis toujours en train de dire bon, alors on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. J'ai pas le temps de tout faire. Et voilà, mais non, ouais, la musique, c'est tu sais, la musique, c'est un lien, la voix, les vibrations d'une voix. Comment tu peux vivre 60 ans? Mais moi, les gens, c'est incroyable, ils me reconnaissent à la voix. Comment c'est possible? Regarde, avec FBD Ocean, c'est ce qui s'est passé. Bah ouais. Donc, non, moi, la musique, ça, c'est ma vie, quoi. Puis je mourrais en chantant quelque chose, je sais pas quoi. On vient d'écouter IBI avec Made of Gold. IBI, ça signifie jumelles en Yoruba. C'est 2 sœurs jumelles qu'on embrasse très très fort. Et j'ai eu la chance de rencontrer les IBI. J'aimerais qu'on les écoute dans Click. Moi, j'étais à la fac, je pensais pas du tout devenir musicienne. Et j'avais des doutes, en fait. Je me disais, ouais, peut-être qu'en fait, c'est pas... Enfin, pourquoi je ferais ça? Je suis déjà décidée, je vais être prof, c'est pas la peine. Et une amie m'a dit, tu vas te lever un jour à 40 ans et tu vas regretter, donc on va le faire. Quitte à ce que ça marche pas et on s'en fout, mais c'est fini. La fac, tu peux retrouver la fac tout le temps et elle a eu raison. Donc c'est grâce à elle, je l'aurais pas fait toute seule du tout. Ça vous parle, Sheila? Bah, bien sûr que ça me parle, c'est exactement le même discours que j'avais tout à l'heure, en disant si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Suivez votre instinct, faites-le. Et les deux, mais c'est mes poupettes, moi, les deux. Hein. Elles sont merveilleuses. Elles ont une énergie, et c'est des chaleureuses. Les 2 sœurs de IBI. Ouais, c'est des grandes chaleureuses. Alors les câlins avec elles, ça y va. Quoi. Comment s'est passée la rencontre avec elles? Eh ben, on cherchait pour Taratata, pour ne parler de ça, avec qui on pouvait faire un duo. On a eu. Et puis c'est une idée de Ludo. Comme quoi, Ludo, Ludo là. is in the house. Qui me dit, qu'est-ce que t'en penses et tout. Bah, moi, je sais pas, écoutons. Et j'ai entendu et j'ai dit, c'est génial, on y va. Et quand on s'est rencontrés, il fallait qu'on se rencontre. C'était sûr. On s'est tombé dans les bras et elles sont ce que j'ai aimé chez elles, c'est qu'elles ont leur univers, mais elles sont très à l'écoute. Très respectueuse, très à l'écoute. Et notre collaboration, ça a été que du bonheur. On fera d'autres choses sûrement, j'espère. Sheila, Verven Underground, c'est l'émission des connexions spirituelles et astrales. On a parlé de Nile Rodgers. Nile Rodgers qui a ensuite travaillé avec les Daft Punk. J'aimerais vous faire écouter un jeune homme qui a également travaillé avec les Daft Punk. Et vous allez voir que ces paroles vous concernent. Il s'appelle Pedro Winter, qui les a managés et qui a fondé le label Headbanger. Et j'aimerais qu'on l'écoute. Être manager, moi avec Daft Punk, j'étais pas vraiment manager. Eux, ils savaient très bien ce qu'ils avaient envie de faire et ce qu'ils avaient pas envie de faire. Moi, je les ai accompagnés, j'ai appris. Pareil, en mode éponge, j'ai rencontré des gens. D'un coup, j'étais confronté aux boss de maisons de disques du monde entier. Effectivement, mais j'aime bien en fait finalement. J'aime bien finalement brouiller un peu les pistes et pas savoir, pas être. Tu vois, est-ce que DJ ça me suffirait? Je me ferais chier moi d'être simplement DJ. Être que boss d'une maison de disques, ça me manquerait de pas aller tous les week-ends mixer à droite à gauche. Est-ce que ça vous parle, Sheila, de brouiller les pistes et de prendre les choses les plus énormes qui soient le plus simplement possible? Mais moi, c'est ma vie, ça. Moi, je vais toujours chercher à ce qui est impossible. Parce que c'est ça qui est intéressant. Moi, ce qui est intéressant, après tant d'années, c'est les rencontres. C'est les gens avec qui on va partager quelque chose. Ce qu'on va s'apporter. Moi, j'ai plein de choses à apprendre encore. Ce qu'on apprend toute sa vie, quand on veut. Et pour moi, c'est très, très important. Les rencontres inédites, imprévues. Regarde, IBI, qui est ce qu'aurait... Moi, je me rappelle, Taratata, je n'aurais pas balancé, mais quand on leur a dit IBI, ils ont dit « Non, mais c'est compliqué, on rend pas compte, on peut pas les approcher. » Tu parles, oui. Ah non, mais personne ne dit non à Sheila. Ça n'existe pas. Ça, par contre, c'est une autre histoire. Qui a dit non là? On balance pas, mais qu'on le couvre de goudron et de plumes. Ah oui, s'il te plaît. Je te donnerai la liste. Mais voilà. Je vois les images. On va s'en occuper. Stromae, L'Enfer, choisi par Sheila, morceau qui parle de la santé mentale chez les artistes. Ah ouais, non. Lui, pour moi, c'est un... Alors, comment te dire? C'est un peu un mec en dehors de tout. Je l'adore. J'ai un respect, un profond respect pour son univers, pour ce qu'il est, pour ce qu'il assume.
Et puis pour ce qu'il fait, quoi. Je veux dire, il est le seul à faire ça. Enfin, du début, tout le monde l'a vu. Hein. Je suis pas la seule. Je pousse des portes ouvertes, mais je sais pas. Ce mec-là, il va aller très très loin. Et il aborde des choses dont personne ne veut parler en réalité. Oui. Et c'est vrai que tu sais, même me concernant, puisque je peux parler que de moi, je me demande comment je suis déjà encore debout. Je me suis pas drogué, j'ai pas bu, j'ai pas. La réponse, c'est ça. Hein. Non, mais voilà, c'est un univers où c'est tellement dur et c'est tellement difficile quand t'es une femme. Mais c'est ce que je voulais savoir, c'est qu'en fait, quand on regarde les yéyés avec des années de recul, et on voit quand même des jeunes qui avaient entre 16 ans, 17 ans. Qui étaient complètement insouciants, qui rapportaient énormément d'argent, qu'on voyait partout. Et qu'on créait ce métier aujourd'hui. Qui ont créé ce métier aujourd'hui, mais il y avait également des femmes qu'on objetisait. Oui, il y avait ça. Sûr. Ah mais bien sûr. Bah alors là, il y avait pas. Là, on parle de la femme aujourd'hui, mais alors là, à l'époque, on était des choses de rien. Quoi. On était là pour chanter, pour se taire. Moi, je me rappelle avoir fait une télé. Et on parle, tu sais, on parle beaucoup en ce moment des hommes, des relations avec les hommes et tout. Moi, je me rappelle avoir fait les Carpentiers. Il y avait Sylvie, il y avait moi, on chantait. Il y avait Johnny, Eddie et Sardou, je crois. Et ils m'ont dit, les mémères, rentrez vous coucher. Maman, vous pouvez rentrer à la vaisselle. Mais c'est l'époque. C'était l'époque. Et quand tu dis ça, tu imagines aujourd'hui ce que ça serait, quoi. C'est pour ça que je pense nous les filles, on a beaucoup participé, on en a pris plein notre tête. Ce qu'il faut changer encore, alors si je peux me permettre de dire quelque chose qui, moi, me gêne, mais au plus haut point, c'est-à-dire que la femme à 40 ans, elle est foutue. Faut qu'elle rentre chez elle. Terminé. Parce que autant un homme devient beau, autant une femme, on la jette. Et ça, c'est pas possible, quoi. Tu vois, une carrière comme la mienne, comme celle de Sylvie, comme celle de Françoise, comme celle de femmes qui ont tenu, parce que je suis désolée, mais on a fait les mêmes carrières qu'Hallyday, que Mitchell, que Julien Clerc, que ces gens-là. Je tiens à préciser quelque chose. Carrière mondiale, c'est pas donné à tout le monde. Oui, bon, d'accord, mais oui, c'est vrai, mais bon, oui, bon. Si on dit des Français aux États-Unis, on demande des noms de Français. On va entendre Daft Punk, on va entendre DJ Snake, on va entendre Sheila. Voilà ce qu'on veut entendre. On va entendre Stromae aussi, mais il est belge, mais il est francophone. Oui. Et on va entendre Youssou N'Dour. D'accord. Bon, alors, qu'est-ce que je fais là? Je fais... Mais non, mais c'est vrai, c'est la vérité. Non, mais ok, d'accord. D'artistes français ou de francophonie. Oui, d'accord. Bah, tu sais quoi? Ça m'ouvre pas les portes pour autant. C'est-à-dire que on reste des vieilles. Je suis désolée de le dire, c'est comme ça, alors que moi je suis plus jeune que tout le monde et que j'emmerde tout le monde. Beaucoup plus jeune que la plus jeune de tes copines. Non mais voilà, parce que on n'est pas dans la case. Et moi je trouve que la musique n'a pas de case. La musique, elle se voilà, tout le monde a le droit d'écouter de la musique. Et sans dire, il faut laisser la place aux jeunes, et je suis bien la première à le dire. Mais de temps en temps, tu sais quoi, une belle carrière. Moi, si j'étais américaine, regarde Tina Turner, regarde Cher, regarde ces gens-là, ils sont encensés parce qu'elles sont là et qu'elles sont toujours là et que voilà, elles ont fait des Mais c'est ce qu'on est en train de faire là. Mais parce que toi, t'es là. On fait un feu d'artifice de Sheila. Mais toi, t'es un chouchou, toi. On aime la musique. On aime la musique, Sheila. Tu sais, heureusement qu'il y en a des comme toi parce que il y en a plein qui ont oublié d'être comme toi et c'est triste. De qui on parle là? Moi j'ai mon goudron, j'ai mes plumes, j'ai tout ce qu'il faut. Upside Down de Diana Ross a été écrit par Nile Rodgers. Pas une ride quand même. Mais comme Sheila, comme la musique de Sheila. C'est juste magnifique quoi. Magnifique. C'est sorti en 1980 chez Motown. Ce qui est quand même assez incroyable, c'est le parallèle entre Diana Ross et vous. C'est des morceaux qui ont été produits à la même époque. Et ça a été l'époque, je pense, la plus créative de Nile Rodgers et de Chic. Et il a un côté spirituel également quand il compose. Quand on prend les lignes de basse de Chic, quand on prend... Alors, les lignes de basse, c'est Bernard. C'est Bernard, mais de tout ce qu'il faisait, on prend la naissance d'un grand morceau comme ce qu'a fait le Sugar Hill Gang dans le hip-hop, ça vient de Chic. Ça vient de cette époque-là. Et ça a donné une énergie au monde entier, en fait. Mais bien sûr, parce qu'en plus, tu sais, moi, quand je les ai connus, bon, ils avaient déjà fait le fric, ils avaient fait 2-3 gros tubes, mais ça restait un groupe noir, funk, qui était pas, qui avait des chansons qui avaient marché, mais qui n'avaient pas la reconnaissance qu'ils ont aujourd'hui, parce qu'on était encore un peu coincés, puis c'était du funk, c'était, tu vois. Et quand tu vois l'ampleur que ça a pris et que...
voilà, ce qu'ils ont amené à la musique. Je laisse à des gens, c'est des gens qui, quoi qu'il arrive dans 50 ans, t'écouteras toujours ça en disant, mais putain, les mecs, c'est des génies. Et leur musique traverse plus le temps que les numéros 1 de l'époque. Ah bah bien sûr. C'est ça qui est dingue. Mais bien sûr, parce que c'est rythmique. Tout est rythmique et il y a une espèce de... Et puis c'est arrivé au moment où il y avait cette espèce de folie, de libération du disco. C'est arrivé juste après, ça a modernisé et ça a tué le disco en même temps, parce que le disco, il a pris un coup derrière la cravate après ça, tu vois, parce qu'ils ont funky le truc. Et d'un seul coup, c'est devenu... voilà. Le disco, ça vous a saoulé un moment, Sheila ? C'est-à-dire que le disco pur et dur, au départ, c'était vachement bien. Parce que c'était... il y a des Moratti, il y a quand même des gens qui ont écrit des trucs... incroyable. Mais bien sûr, comment il s'appelle je trouve pas son nom. Moroder, non mais il y a eu plein de gens. Non mais je pensais à un Français suisse d'ailleurs. Bon, ça va me revenir, c'est pas grave. Et les femmes... Où sont les femmes, nani, nani, nani. Patrick Juvet. Voilà, c'est ça. Oui. Il a amené plein de trucs. C'est Patrick des gens... Juvet, paix à son âme. Oui, mais quel gentil garçon. Ouais. Et donc... Moi, j'ai une super anecdote avec Patrick Juvet. Raconte. Il est super sympa. J'ai eu la chance de le croiser. Mais oui. Le mec est super sympa. C'est un bonbon. Ouais. Et je parle de lui au présent, j'assume. Ouais, mais bien sûr. Voilà. T'as raison, moi aussi. Et donc, pourquoi ce que je te disais avant ? On était sur le funk. Oui. Et le disco, est-ce que le disco, ça vous a saoulé, Sheila ? Parce que c'est devenu après, par les Italiens, pour être honnête, des beaux mannequins qui venaient, qui ne chantaient pas. On faisait chanter 3 choristes et tu foutais 3 belles plantes et ça devenait un groupe. Et si tu veux, je pense que c'est ce qui n'a pas aidé le disco. Parce que c'est devenu une opération d'argent et que tout le monde avait son truc et sortait n'importe quelle Kathleen machin, truc machin et tout, qui n'étaient pas du tout des chanteuses. Alors on les faisait jamais évidemment chanter en direct. Et ça a tué, je pense que ça a tué le disco. Vraiment. Donc au final, c'est toujours le public qui ressent la sincérité. Ah mais de toute façon, tu veux pas le tromper le public. S'il t'aime, c'est qu'il y a une raison. Alors après, que les autres aiment, on s'en fout. Et après, c'est ce que je te disais, c'est la vibration de la voix. Les gens, tu peux pas les acheter. Il faut qu'ils sortent de l'argent pour acheter un disque ou il faut qu'ils viennent payer leur place de concert. Dans ce morceau, Sheila, on entend ce texte. Il n'y a pas de recette pour supporter les épreuves, remonter les cours des fleuves quand les tragédies pleuvent. Il n'y a pas de recette pour encaisser les drames, franchir les mers à la rame quand le rêve te fait du charme. Ça résume un peu ma vie d'ailleurs. Bah ouais. Ouais. Mais moi j'adore cette chanson. J'adore les deux voix, le mélange des deux voix qui est vraiment bien foutu. Et si tu veux, ce message dit tellement de choses. Et ça pourrait être quelque chose, c'est un enseignement aussi. Mais c'est un enseignement tellement écrit avec tellement de poésie que voilà, j'aimerais bien faire un truc comme ça d'ailleurs, moi, tiens. Là, j'ai une question. C'est quoi une star ? Il n'y a pas de star. Pour moi, il n'y a pas de star. Pour moi, il y a un artiste qui se bat pour apprendre, pour tenter les choses, pour se remettre en question, pour avancer. Star, ça veut rien dire. Star, c'est assimilé à... Pour moi, Gene Kelly, Ginger Rogers, Fred Astaire, c'était des stars. Qu'est-ce qu'ils avaient de stars ? Est-ce qu'ils se sont sentis stars ? Je crois pas. Tu sais, je vais te dire. Je crois que en réalité, les gens qui sont des personnes un peu au-dessus du lot, c'est surtout des gros bosseurs. Ils ont de la chance, ils ont une bonne étoile, mais c'est surtout, il y a un boulot derrière de dingue. Michael Jackson, star. Non, alors Michael Jackson, c'est un extraterrestre. C'est-à-dire que lui, il est vraiment tombé dans spacer, le pot. lui. Ouais. Non, mais lui, il est né dans un pot où il y avait la potion magique. Et il n'y en aura jamais d'autres. Il y aura d'autres choses, mais un Michael, il n'y en a qu'un. C'est-à-dire que lui, il savait tout faire. Mais tu sais comment il a boulonné ? Après, c'est sa création. C'est sa création. Les chansons qu'il a écrites, c'est son univers. Et moi, je suis une inconditionnelle de lui, une inconditionnelle de Prince. Je veux dire, tous ces gens-là sont pour moi des... Voilà, c'est des vrais artistes. Parce que je ne suis pas totalement là, par contre. Tu vois, j'ai un, pour être honnête, moi, j'écris pas. Alors, je dirige, je donne mes idées, je sais ce que je veux. Et ça, c'est ma lacune, tu vois. C'est ce que je regretterais dans ma vie. Mais vous incarnez. J'essaie. J'essaie de donner une âme. Bah oui. À ce qu'on m'écrit, à ce qu'on écrit pour moi. Un texte sans âme, c'est un texte. Ouais, c'est vrai. On parle de la recette de Michael Jackson ou de Prince. Je connais pas la recette magique ni la formule secrète, mais ce que je peux dire qu'il y a comme point commun dans cette recette, dans ce que vous appelez ce pot, c'est qu'il y a quand même beaucoup de souffrance, beaucoup d'humiliation, beaucoup de sévices, des choses très très difficiles. Est-ce que malheureusement,
c'est ce qui est un trait commun à beaucoup d'artistes ou de grands artistes. Je pense que oui, parce que je crois qu'une vie plate, une vie lisse, ne peut pas provoquer chez toi l'émotion qui va faire que tu es capable de l'ingurgiter et de la redistribuer. Et si tu prends, c'est vrai que si tu prends tous les artistes, ils ont tous des vies absolument incroyables, mais je reviens à mon point de départ et je voudrais vraiment que ça soit le fil conducteur de cette émission. Ne doutez pas, c'est dur, c'est compliqué. Vous avez des montagnes à franchir, prenez des claques dans la gueule, vous prenez des seaux d'eau sur la tête. Mais vous savez quoi ? Faut y croire. C'est quoi la montagne la plus infranchissable que vous ayez franchie ? J'ai tellement franchi de montagne, moi je veux dire que j'en sais rien, je sais pas. Souvent de la première. Et de la dernière. Eh ben, tu sais quoi, c'est pas la première. Parce que alors la première, ça s'est fait comme ça, et 8 jours après, j'ai fait mon premier disque. Donc pour moi, c'est pas la première. Non, la plus dure, ça a été celle où j'ai quitté le nid et j'ai quitté Carrère. Et où je me suis retrouvée seule avec que des gens qui n'ont jamais accepté que je quitte Carrère. Parce que Carrère, c'est l'époque des machos, des mecs. On ne quitte pas Carrère. Donc je peux te dire que là, j'ai ramé. Mais tu sais quoi ? Voilà, 40 ans après, bonjour Carrère. Tout ce que j'ai à dire. Voilà, c'est comme ça. C'est dur, je te jure. C'est dur, mais vous avez envie de chanter, vous avez envie de faire ce métier, vous avez envie d'écrire, vous avez envie de dessiner, vous avez des choses à dire. Faites-le. C'est ce qu'on appelle du boss talk. Oui. Parole de boss. Ouais. J'aimerais. J'aime bien quand tu m'appelles le boss. Bah ouais, Sheila, c'est le boss. Ah oui, bon. Mais vous savez, il y a Snoop Dogg qui a cette expression pay the cost to be the boss. Ah ouais. J'ai payé ce qu'il fallait pour être le boss. Est-ce que vous avez payé ce qu'il fallait ? Est-ce que vous avez payé le prix fort ? Ah, j'ai bien payé, j'ai bien payé, mais tu sais quoi, moi ça ne me rend pas amer ou aigri ou, je m'en fous, j'ai payé parce que c'était comme ça et c'est ce qui fait ce que je suis et c'est ce qui fait ce que je peux te parler de l'âme, je peux t'avoir envie de te faire un bisou, te dire que je t'aime, de dire aux gens, allez-y, croyez en vous, parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai payé mon dû, j'ai fait mon chemin, je ferai encore, j'essaierai d'aider les gens que je peux aider parce que c'est ma vie et que je veux arriver là-haut quand on va faire égal. Je veux me dire, putain, j'ai marché sur personne, j'ai frappé personne, j'ai pris la place de personne, j'ai juste bien travaillé. Il faut y penser tous les jours, au quotidien, à ce moment où on arrivera en haut. Bah, tu sais, moi, j'ai fait une chanson qui s'appelle Pensez à moi parfois, qui est une chanson pour justement où j'évoque le moment où je vais partir et je laisse juste un petit message aux gens en leur disant pensez à moi parfois pour me mettre un peu dans la lumière. Ça va être dur à chanter, ça, tu vois, tu parlais des chansons difficiles à chanter, je pense que je vais ramer. Vous y pensez beaucoup à ce jour? Non, j'y pense pas parce que voilà, moi je vis dans les projets. Je vis dans les choses que j'ai tellement de projets que je ne vais pas vivre assez longtemps. Quoique ma grand-mère a vécu 105 ans. Mais bon, je vais pas vivre assez longtemps pour tout faire. Mais à partir de l'instant où tu as des projets et que tu as envie de faire des choses et que tu rêves, tu penses pas à ça. J'aimerais qu'on écoute un extrait d'une artiste qui est également une boss. C'est une jeune rappeuse, elle est également chef d'entreprise. Elle s'appelle le Juice et elle nous parle de la différence entre la fame et la réussite. Aujourd'hui, en plus, les artistes ou même les nouvelles générations, ils utilisent beaucoup le terme j'ai percé, avoir percé ou la réussite. Et pour moi, c'est une vision un peu erronée, tu vois. Les gens, rapidement, ils confondent la fame, donc le fait d'être exposé, à la réelle réussite, tu vois. Comment tu parles, t'allais répondre, mais comment tu fais la différence entre les deux? Comme je te dis, tant que la situation de ma Sheila, famille... c'est quoi la vraie réussite? Alors tu sais, c'est drôle qu'elle dise ça parce que c'est une jeune. Annie Cordy disait, aujourd'hui il faut 3 mois pour faire une star, mais il faut 30 ans pour faire un artiste. Et c'est ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tu réussis très vite. C'est pas le fait de réussir, d'être connu, de vendre du disque, de machin. C'est la longueur. Et c'est là que ça se complique. C'est très, très compliqué, très, très difficile et il faut jamais se croire arrivé. Parce que tu n'es jamais arrivé en réalité. Tu ne sais pas, tu es en suspens. Les gens te reçoivent ou te reçoivent pas. Et ça, c'est pas toi qui décides. À partir de quand, de combien on a réussi sa vie? De combien quoi?
De combien de temps, de combien d'expérience? Ah non, il n'y a pas de temps. C'est quoi réussir sa vie? Et tu sais ce que c'est réussir sa vie? C'est la partager, être heureux et être entouré de gens que tu aimes et de te dire que t'es pas seul. Voilà. Pour moi, la réussite de la vie, c'est ça. Après, moi, j'ai la chance de le faire en chanson. Ben, quand je vois une salle pleine qui reprend toutes mes chansons, tu sais, je me dis quoi? Et que je vois quelqu'un qui verse une larme, ou quelqu'un qui m'envoie un bisou, ou ben, je me dis, ma mère, j'ai bien réussi ma vie. En tout cas, si vous cherchez une bande, vous êtes la bienvenue dans Click. Hein. Ah ben moi, je veux faire partie de Click. Ah ben, franchement, Sheila dans Click, tout de suite. Hein. Tout de suite. On signe alors. On signe Sheila dans Click. Welcome. Regardez un peu des séries, des films, des trucs comme ça. Ah, j'arrête pas. Ouais. Ah oui, je suis une malade. Alors moi, j'ai tout vu. Hein. On est dans un recrutement en direct là. Ouais. Alors attends, j'ai vu Breaking Bad, j'ai vu Homeland, j'ai vu comment ça, Servante écarlate, j'ai vu. Enfin, j'ai tout vu. C'est bon. On vous prend dans Click. C'est parti. Sheila, grande amatrice de funk. Ah ouais. Prince, pourquoi il a révolutionné la funk? Bah, rythmiquement, ce que tu viens d'entendre, quoi. Je veux dire, ça peut sortir aujourd'hui, c'est juste dedans, mais les deux pieds dedans. Ça bouge, ça. Et tu sais, moi, ce que j'aime, c'est que ce soit Michael, que ce soit lui, que ce soit Nile, ça te prend de dedans. Tu vois, c'est un truc qui, tu sais pas pourquoi, mais ça fait bouger ton côté animal, ton côté, tu vois, un peu, comment dire. L'instinct. Les instincts, voilà, les trucs, tu vois, un peu tribal, un peu. Moi, j'adore. Sheila, vous regardez un peu Dragon Ball Z, ça vous parle ou pas? Attends, dis-moi. Dragon Ball Z, Sangoku. Non. Sangoku, c'est un héros d'un dessin oui, animé. les trucs, les grands, voilà. Oui. Et la transformation ultime de Sangoku, c'est le mode ultra instinct. C'est-à-dire que toute sa vie, il se bagarre pour être le plus fort, il devient un guerrier, super guerrier, hyper guerrier. Et quand il est à son top, c'est qu'il est ultra instinct, c'est-à-dire qu'il devine les mouvements, il ne se bat même plus. Est-ce que Sheila, vous avez atteint le mode ultra instinct? Alors, ultra instinct, non, parce que je crois que... Enfin, ultra instinct pour moi, oui. Si, Sheila, elle est ultra instinct. Non, mais je suis ultra instinct. Bien sûr, la preuve, j'aurais pas fait cet album-là. Après, je suis pas dans la mouvance. Je cherche pas la mouvance. Je cherche maintenant la vie. L'explication de la vie. Ce qu'on veut en faire. Et comme moi, j'aime la musique, j'aime que ça danse, j'aime que ça bouge, et ben on va bien s'amuser encore un petit peu. Bah, on parlait du 6e sens. Ouais. Vous avez atteint le 7e sens. Le Cosmos doré. Le Cosmos doré. Oui, Cosmos doré. Chevalier Zodiac, Cosmos doré. Ah bah, Cosmos doré, d'accord, moi je veux bien. Bon, d'accord. C'est quoi votre signe? Moi je suis Lion, ascendant Gémeaux. Mais moi aussi je suis Lion. Ah mais tu vois, tu comprends maintenant. Mais oui, Chevalier d'or. Oui. Et ascendant Gémeaux, c'est le vent. Le truc, tu vois, donc on est en feu tout le temps. Oh là là, on va faire une belle histoire. Avec qui on est compatibles, nous les lions? Alors, les sagittaires, ouais. Les béliers, les poissons, ça nous calme un peu. Ouais. Alors, Ludo, il est balance. Et alors, normalement, j'aime pas les balances, mais j'aime Ludo, donc je comprends pas. Alors, je sais pas ce que t'es comme. Et là, t'es quoi comme signe chinois? Je sais pas du tout. Ah bah merde, je suis non. né en 80, je crois que. Ah oui, mais moi, je sais pas par cœur. Tigre ou un truc comme ça. Ah, tigre, c'est bien. Ouais. Bah non, j'ai menti, pardon, j'ai menti, vraiment. Si ça se trouve, moi je suis coq, mais regarde-moi, je suis coq, c'est parfait, clouc, voilà. Comme ça. Qu'est-ce qu'on souhaite à Sheila pour 2022? Eh ben, je viens te revoir en 2022. Ah, Sheila dans Click, ça y est, oui. c'est bon, ça c'est réglé. C'est réglé. D'accord. Eh ben non, tu sais ce que il faut que tu me souhaites. Le moral, une bonne santé. Moi, le reste, je me démerde avec. Et de la douceur. Ah non, mais attends, l'amour. Voilà. L'amour, tout enveloppé comme ça, tout. Un gros câlin, un gros plaid mental. Oui, plein.